Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la forme soit éblouissante, mais j'ai quand même fait la gym. Et surtout, je vais tourner en avance par rapport à d'habitude parce que ça va un peu s'agiter pour le reste de ma semaine. Ça veut dire qu'il y a un gros besoin de fuir. Ça veut dire qu'on va parler d'un grand Arthur ou du petit Arthur, puisque quand je parle d'Arthur, on vient m'insulter. Ici, ça va être Arthur Rimbaud. Je vais devoir commencer par un aveu double et honteux. J'ai eu Rimbaud au programme d'Agreg, la première année où je l'ai passé, et je sais que j'ai eu des cours extraordinaires, et je les ai complètement oubliés. Et je suis pas du tout une grande rimbaldienne, mais j'ai quand même envie d'essayer, et puis alors en plus, quitte à essayer, autant faire dans le casse-gueule, j'ai envie de lire et de commenter un peu ma bohème, parce que c'est quand même un poème qui fait beaucoup de bien. Alors on le sait, hein, c'est comme d'habitude, je suis pas très bonne en versification, vous allez me mettre ça dans les commentaires. Ma bohème, fantaisie. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé, et splendideux j'ai rêvé, mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Bon, il est évidemment célébrissime. En le relisant maintenant, je pense à un moment qui m'a beaucoup marqué, que j'ai déjà évoqué, qui a été en fait les obsèques d'Agnès Varda, et notamment les hommages, j'aimerais dire les famages, mais enfin ce n'était pas le terme employé, qu'il y a eu à la Cinémathèque. Moi je n'étais pas dans la salle principale, mais j'ai pu voir sur un écran, et c'était à côté, Catherine Deneuve venir et juste lire ce poème. Et bon, j'ai encore la tribune sur la liberté d'importuner en travers de la gorge, mais je n'arrive pas, et je n'ai pas envie de complètement écarter Catherine Deneuve et la carrière extraordinaire de Deneuve, et certainement pas ce moment extrêmement fort en fait. Et pourquoi ce poème à ce moment-là pour Agnès Varda? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, évidemment, puisque je ne suis donc pas Catherine Deneuve, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Mais je crois que j'y vois quelque chose qui est vraiment dans un mouvement d'une beauté qui se construit en s'éloignant justement de la beauté. Et ça fonctionne pas mal avec Varda. Et c'est... Tiens, je vais même pas regarder les notes, on va regarder ce que c'est dit en notes. C'est une édition, c'est l'édition NRF, tout ce qu'il y a de plus standard. Je ne sais même pas si c'était celle que j'avais à l'agrégation, parce que je me souviens que j'avais dû le racheter, parce qu'il y avait, je sais plus, une préface en plus ou en moins, et donc il fallait la bonne pagination. C'est le problème des concours. Même quand on a les bouquins, il faut se les procurer encore. Non, c'est... ça nous dit rien. Hein. Autographe du recueil de Ménie, texte adopté, première publication, revue indépendante, janvier 1789, date octobre 70. Alors j'ai eu envie de lire le livre de Christine Ross sur Rimbaud et la Commune, qui a l'air de largement élargir, et au-delà de ce que l'on sait de Rimbaud pendant la Commune, c'est-à-dire finalement pas tant de choses que cela, qu'il a voulu la rejoindre, qu'il y a un peu été, on pense qu'il n'y a pas été longtemps. Bon, les choses sont évidemment complexes à ce niveau-là, d'un point de vue historique, mais aussi qu'il y a des poèmes qui sont très franchement communards, qui sont notamment dans l'anthologie Les Écrivains de la Commune, mais bien ailleurs. Les titres vont-ils me revenir? Oui, ils vont me revenir. Les mains de Jeanne-Marie, par exemple, et d'autres encore. Mais
Bon, là, je n'achève pas exactement cette série sur la commune. Il y a pourtant quand même un pont qui se dresse vers cette série-là. Et j'ai quand même cette envie de le faire par voilà, ce mouvement donc d'une beauté qui se détache de la beauté. Ma bohème, qu'est-ce que c'est? C'est un sonnet. Un sonnet, c'est 2 quatrains, 2 tercets, avec un système de rimes codifiées. Et on voit bien ici qu'on a A, B, B, A, C, D, D, C, E, D, E, F, F, E. Si je ne me trompe pas. Je suis pas très forte en rime, mais ça vous le savez déjà. Ni en versification générale. Ce qui, donc, sonnet, on est dans quelque chose d'extrêmement classique, et on voit bien ici comment Rimbaud, et on va voir mieux, comment Rimbaud se détache de ce classicisme du sonnet en faisant autre chose. Ça, c'est des choses qu'on avait, qui sont hyper marquantes dans ses poèmes, évidemment, de jeunesse. On peut penser à la Vénus Anadyomène, on peut penser à un roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, loin des bocs et de la limonade. Page 49 de mon édition. Ça, c'était le texte sur lequel j'étais tombée au CAPES. Mais qui a... Alors là, enfin, voilà, c'est Rimbaud, il est fort, hein, il est fort en vers latin notamment, il est fort en versification. Il ne faut pas le lire, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Il faut vraiment faire la diérèse, parce que c'est là que va se nicher l'ironie et la rupture du vers. Bon, c'était à peu près ce que j'avais raconté, ça leur avait bien plu, puis finalement j'ai fini par avoir l'agrégation. Mais peut-être que je vous parlerai de romans aussi à un autre moment, parce que c'est... Enfin, on pourrait prendre tout Rimbaud, sauf que je ne suis pas tellement apte à ça. Mais j'ai envie quand même. Ma bohème, c'est déjà intéressant, parce que la bohème, elle est évidemment extrêmement connotée, notamment depuis, on va dire, grosso modo, le romantisme français, notamment ici, Nodier. Au départ, la bohème, c'est un pays, mais c'est un pays qui a, donc plutôt à l'est de l'Europe, mais qui a pour particularité d'avoir donné des nationalités à ceux qu'on a appelés les bohémiens. Donc aujourd'hui, la classification administrative, mais elle est extrêmement discutée et discutable, c'est celle de gens du voyage. On peut parler des tziganes, on peut dire manouches, on peut dire roms, et qui ont ainsi eu une nationalité, des papiers, dans leur itinérance. Et ça a fait, et je pense que c'est pour cela que Nodier a repris cette image de la bohème dans son ouvrage, que je n'ai pas lu, je suis honteuse. Mais que la bohème, donc, gagne ses connotations. Et ces connotations, elles vont croissant au XIXe siècle. Et bien sûr encore au XXe. Aujourd'hui, quand on entend la bohème, on pense à la chanson d'Aznavour. Mais la chanson d'Aznavour se nourrit de ses connotations et elle les renouvelle. Parce que, à partir de cette nationalité bohémienne, c'est même des connotations, donc c'est même c'est une unité de sens, c'est même comme sémantique, sont rattachés au terme, et donc le terme a une extension plus large. Donc la nationalité ne devient plus une nationalité, le pays n'est plus exactement un pays, mais va signifier d'abord un mode de vie itinérant, ça c'est vraiment le cas ici, assez artiste, globalement marginal. Ce sont ces connotations-là qui vont arriver les premières, et ça va aller ici avec ce déterminant possessif, ma bohème. Et ça fait qu'on ne sait pas exactement donc, si on est dans un pays ou dans ces itinérances qui vont caractériser donc, le poète comme vagabond, mais on n'est pas exactement dans le clochard céleste, enfin si on est dans le clochard céleste, je veux dire on n'est pas on n'est pas dans quelque chose de grossier comme ou de... Enfin si en fait je pense qu'on l'est. Je pensais à Bukowski, j'ai du mal avec Bukowski parce que je sens une violence chez lui qui m'effraie pas mal, non pas que la violence par elle-même m'effraie, mais celle de Bukowski me paraît beaucoup attirer l'attention. Mais Rimbaud aussi, en fait, le fait pas mal, mais bon, c'est probablement la patine du temps, ça me fait pas le même effet. Donc on a ma bohème et on a un sous-titre fantasy, et là
on peut se rappeler de cette distinction entre les titres thématiques et rématiques. Une fantaisie, au départ, c'est un dessin, ce sont des gravures. Et ça va faire signe vers une forme de pittoresque, vers des scènes de genre. Et mais plus largement, c'est aussi une imagination. Et il se passe bien quelque chose ici, puisque le poète va s'adresser à une muse, donc on est dans quelque chose d'extrêmement archétypal, et en même temps, donc, tous ces archétypes qui vont connoter la beauté classique et traditionnelle vont être mis à distance. Et ça, on va le voir donc dès maintenant, c'est parti. Donc ma bohème, on est dans une forme d'autobiographie par cette itinérance, par le vagabondage, et donc par cette marginalité volontaire. Mais comme l'itinérance, ici en fait ça veut dire qu'elle devient autant un parcours qui va se deviner, se dessiner, sans véritable cartographie, sans réelle indication de lieu, on n'est pas dans quelque chose de précis. Et ça va amener donc des caractéristiques personnelles donc, de cette poésie, du poète, de l'éthos du poète. L'éthos, E-T-H-O-S, la façon, en fait, l'éthos, c'est la façon dont on se présente soi-même dans un texte. Et on peut voir, en fait, comment ce vagabondage, il se fait déjà à l'imparfait. Je m'en allais. Je m'en allais, ça n'est pas j'allais. Je m'en allais, s'en aller, c'est partir. Mais ce départ n'a pas de point d'origine fixe. Il n'est pas exactement une fuite, mais il va signifier un mouvement permanent. Et on peut voir déjà comment on va avoir une rime interne entre je m'en allais et dans mes poches crevées. Mais cette rime interne, elle ne se fait pas à l'hémistiche. Donc là, on a une forme de décalage qui va apparaître, mais qui n'a pas le ronflant d'Hugo. C'est une autre forme de dislocation. On est plus dans quelque chose de l'ordre de l'étirement. Les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal, j'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal, oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Donc, l'image, déjà, bon, on a un jeu qui ouvre le poème et qui succède au possessif ma. Donc, on voit bien que l'itinérance, elle fait ici et le vagabond et le poète, et que cette itinérance, elle se fait par une image de misère qui va se dessiner, mais aussi avec une figure finalement de nonchalance, d'un poète narquois, peut-être un peu fainéant, travailleur en tout cas, avec donc les mains dans les poches, et ces poches elles-mêmes étant crevées. Et ça va être vraiment... Et donc, je ne sais pas si les mains dépassent des poches, ça n'est pas tellement la question. Mon paletot aussi devenait idéal, un paletot c'est un gilet, mais un paletot c'est un gilet d'ouvrier. Bon là, une note le dit, la chose est notoire, le fait qu'il devienne idéal fait qu'il n'en reste plus qu'une idée, et donc plus que la trame, il est élimé, il est usé. Mais ce que l'on voit surtout ici, c'est comment, et ça va se poursuivre dans ce quatrain, j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal, l'apostrophe à la muse, donc archétypale, et retournée, renversée, pour être ramenée du côté donc de ce vagabondage. Et en fait, c'est finalement le vagabond, j'ai envie de dire presque le vagabond des étoiles, qui se trouve au plus près de cette inspiration poétique réelle, et ici bien archétypale, mais aussi plus précisément antique. Antique, là on va déjà le voir par le féal, qui est un mot moyenâgeux, enfin qui va connoter le Moyen-Âge, mis à la rime ici, donc avec les idéales, donc ça fonctionnerait assez bien si on oubliait le sens du vers 2. Mon paletot aussi devenait idéal, et donc on a quelque chose qui est proche qui est de l'héroïque comique, c'est-à-dire une façon
de présenter dans un registre haut et poétique une réalité basse. Vraiment, je pense qu'a vu Deneuve, et ça qui fait que Deneuve a choisi ce poème-là pour Varda, parce que finalement, le Cis-Mort et le manque de moyens de Varda, parce que c'était... Enfin, courait après la thune, hein, Varda, hein, non pas pour en avoir plus, mais pour tourner, a aussi fait cette inspiration-là. Cette espèce de do-it-yourself cinématographique ultra intéressant chez Agnès Varda, et qui est en fait une façon de transformer la contrainte. Moi, c'est fait partie des choses qui m'intéressent prodigieusement chez Varda, et c'est aussi ce qui fait que c'est extrêmement paradoxal pour ça la littérature et l'élitisme littéraire, parce qu'il n'y a rien de moins cher que d'écrire, une fois qu'on sait lire et écrire. Lire en soi n'est pas cher, par contre, posséder des livres et avoir une culture littéraire, ça commence à être onéreux, et c'est un marqueur élitiste. Alors que la poésie elle-même, ça coûte rien. Des mots, comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue ici. Et bien sûr, donc, cette image du poète sous le ciel, c'est l'image du vagabond, qui, on va le comprendre à la fin du poème, dort à ce qu'on appelle la belle étoile. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé, va permettre ici par un passé composé qui rompt avec les imparfaits, mais hop, ça donne comme aussi une espèce d'image du poète qui, ici, en fait, parle et n'est plus exactement dans ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est un poème au passé. Et ça, je pense que ça joue dans la construction de cette image d'une bohème. C'est étonnant, d'ailleurs. Ça, c'est un truc vraiment que je m'étais pas tellement dit. Parce que, alors, c'est un imparfait ici qui est à la fois itératif et duratif. Itératif, ça veut dire que ça va apparaître des choses qui vont se répéter. L'imparfait a plein de valeurs différentes en français. Dans d'autres langues aussi, mais ce ne sont pas les mêmes valeurs, il n'y a pas forcément exactement le même fonctionnement. Et donc, itératif, ça se répète, et duratif, ça va être pas un procès long. Et donc, cette bohème, ici, elle est comme une espèce de scène assez longue qui peut se répéter, mais en tout cas qui correspond à une période de la vie du poète. Et donc le j'ai rêvé nous ramène, on se rappelle que l'imparfait a un aspect séquent, alors que le passé composé va avoir un aspect global. Global, c'est-à-dire qu'on va avoir l'action dans son ensemble, alors que quand c'est séquent, je me souviens de mes profs qui nous ont montré, hop, c'est séquent, on a la chronothèse, la ligne du temps, et donc c'est séquent, c'est-à-dire qu'on va, si le procès va de là à là, c'est quand on va le couper à l'intérieur du procès, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les bornes de l'action qui vont démarrer et s'achever. L'exemple que j'avais eu en cours avec une excellente grammairienne qui m'a laissé un souvenir assez fort, c'était La Fontaine, puisque c'était notre programme à ce moment-là. Quand on va dire le poète a écrit, le poète écrivait, le poète écrivit, on ne va pas avoir les mêmes images mentales qui se représentent. Si je vous dis écrivis ou j'ai écrit, vous allez voir le moment où j'attrape ma chaise, j'attrape la plume, ou le poète, puisque parce que je ne suis pas une poétesse, va gratter un peu, et puis hop, et c'est fini. Alors que écrivez, en fait vous arrivez, il est déjà en train d'écrire. Et vous voyez pas la fin. C'est ça. Ce que ça va connoter. Et donc, là, on a quelque chose comme ça, comme une forme de va-et-vient sur ça. Avec ce que d'amour splendide j'ai rêvé, et donc pas vécu, qui va montrer donc cette rêverie, la rêverie de du poète sous le ciel, mais cette rêverie qui aurait pu être celle à laquelle amène la poésie, est en même temps, non pas exactement minée, je dirais bien moquée. Rêver
ici, et rime avec crever. Exactement comme dans Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et le oh là là, finalement s'agit-il d'un enthousiasme autour de cette rêverie, autour de cette apostrophe à la muse, ou plutôt d'une mise à distance de ces amours splendides. C'est un péché splendide. Voilà. C'est-à-dire avec une connotation de fierté et d'orgueil. Mise à distance. D'un moment donc de rêverie poétique. Et finalement, on ne sait pas tellement si cette bohème, c'est finalement le poète vagabond ou le poète voyant son vagabondage. Mais en tout cas, s'il a rêvé ces amours splendides, il ne les rêve plus. Et c'est bien ce qui va se passer autour de cette poésie qui ne veut plus du vieux beau. On se souvient, hein, je l'ai pris sur mes genoux et je l'ai insulté. De mémoire, à mon avis, je fais une faute. Mon unique culotte avait un large trou, petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Alors mon unique culotte avait un large trou va aller avec le paletot. On a comme ça le portrait vraiment en pied et qui va devenir littéralement un portrait en pied parce qu'on peut remarquer que le mouvement va être descendant. Unique, large trou, on est évidemment dans la pauvreté, la misère, qui va être... qui aurait pu, en fait, par ce poème, être esthétisé, mais qui, j'ai l'impression que cette esthétisation, elle est vraiment complètement ironique, pas exactement comme chez Corbière, c'est encore autre chose, mais il y a en fait un réel plaisir à souligner cette misère, et à ne pas la romantiser. Alors, petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes, mon auberge était à la grande ours. Alors, on peut noter que ce premier vers du second quatrain, deuxième quatrain, poursuit l'habillement qui précédait, et là, on va avoir... Donc, ça veut dire qu'en fait, on a un quatrain qui, en fait, est un quintile, et en même temps un tercé. Donc, non, mais ça discorde. Ça discorde, mais pas de façon tonitruante. On peut noter le tiré quadrantin qui, hop, lui aussi va amener cette discordance. Ça, c'est ces espèces de tirés milieu, là, longs, quadrantin ou semi-quadratin ou semi-quadratin, en typo, qui ouvre un second tableau, un arrière-plan. Un peu comme une parenthèse. Moi, j'adore ça, j'en mets partout, mais je sais que c'est pas toujours lisible. Petit poussé rêveur, là on va bien avoir une référence, mais cette référence elle n'est plus poétique et antique comme la muse, ou un peu médiévalisante comme le féal. Ici on est du côté des contes et du pittoresque des contes, de l'oralité. Et c'est le poète qui est petit poussé, et là on va avoir vraiment quelque chose qui est dans, j'allais dire, le diminutif et la diminution, dans la réduction... poétique et qui se fait justement donc par non pas par une modestie en fait, mais par un contre-pied, parce que c'est une esthétique du contre-pied complète ici. Et donc ce petit poussé il est rêveur, et on a quelque chose en fait, on peut noter ce vers 5, mon unique culotte avait un large trou, c'est difficile de faire plus prosaïque et plus trivial. Mais cette trivialité, elle est là pour choquer. Et on peut quand même signaler que si son unique culotte avait un large trou, il y a de fortes chances qu'il se balade les fesses à l'air ou quelque chose d'approchant. Donc, on est aussi dans une forme d'obscénité de cette misère et de revendication de cette obscénité, ou du moins de cette misère. Il y a du Vallès là-dedans. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Et alors là, on peut voir que toute cette dimension prosaïque du vers 5, entre les vers 6 et 7, elle tombe. Ou plutôt, on va revenir à quelque chose d'esthétisant, semi-pittoresque, semi-ironique. Bon, pittoresque avec le petit pittoresque, c'est-à-dire qui est digne d'être peint.
Là, ça va passer par cette oralité et ces connotations de conte. Et ce petit poussé égrène dans sa course, exactement comme dans le conte, le petit poussé qui ne veut pas se perdre. Mais s'il ne veut pas se perdre, c'est que la poésie lui permet donc de ne pas se perdre. Par sa production, il laisse des traces de lui en poésie. Bon, c'est pas du Japrisot, hein, là je suis en train de penser à La dame dans la voiture aux lunettes noires et en fusil, je crois que c'est ça le titre qui est très long. Mais on a quand même une image de feuilles qui sont réellement détachées à ce niveau-là, de ces feuilles poétiques. Et avec quelque chose ici de beaucoup plus joli au niveau des sonorités, et notamment par l'allitération en R. Le R, ça peut être très rocailleux, un R, et peut-être qu'avec l'accent de Charleville-Mézières, ça l'était, mais on devait rouler les R à Charleville. Je ne sais pas si Rimbaud roulait les R, mais ça va être assez mimétique d'un mouvement liquide, et le R peut être considéré comme une liquide, et en même temps quelque chose qui va accrocher. Et ça fonctionne bien pour ça. Et là, on va avoir, hop, une césure à l'hémistiche. Par contre, le deuxième vers, il s'achève avec un contre-rejet, c'est-à-dire avec un rejet, c'est-à-dire la phrase s'achève au vers 3, enfin au vers 7, au vers 3 du 4-1. Et donc, il y a donc dans cet égrenage quelque chose de concret qui est attendu et qui va passer par la rime. Donc, là aussi, une forme d'inversion. Le rejet, il va permettre, et c'est très beau, de valoriser ces rimes et en même temps d'étendre le vers et de l'étirer comme, ça va vraiment être l'image importante de la fin du sonnet. Et ce 7e vers, il s'achève de façon là aussi extrêmement prosaïque. Bon auberge était à la grande ours. Et là on a une phrase, clôture du vers. Qu'est-ce que cela nous dit ? Bon, on a toujours, comme à toutes, ou à presque tous les vers, une mention de cette première personne. Donc on a bien compris que Ma Bohème, c'est un autoportrait du poète en bohémien. Avec une image très prosaïque, hein, celle de l'auberge, mais à la grande ours, on est vraiment dans une construction de type argotique, puisque la grande ours désignait la constellation, et il s'agit ici de dire qu'il dort dehors, comme on dit à la belle étoile, mais avec une connotation stellaire. Et ça va être important pour le 8e vers, ou le dernier vers de ce deuxième quatrain, nouveau tiré. Mes étoiles au ciel avaient tant doux froufrou. Au ciel. Là, je pense qu'il faut faire la diérèse, mes étoiles au ciel. Ah non, faut pas la faire. Et voilà, à chaque fois je me plante. Mais je les entends pas. Il faut que je compte et il faut que j'en fasse beaucoup pour les réentendre, et j'ai perdu cet entraînement. À la grande ours, et en plus la grande ours, ça pourrait très bien être le nom d'une auberge. Voilà. Mais ça, c'est un peu la même blague que au Lion d'Or, voilà, où il y a eu beaucoup d'auberges qui se sont appelées au Lion d'Or, parce que au lit, on dort, et ça permettait, je crois que c'était au lit, on dort, et qu'il y avait une espèce d'inclusion, d'exclusion du dîner, enfin de la nourriture en plus dedans. Ça peut se retrouver, ces histoires. Mais là, ce que je veux surtout noter, c'est comment le possessif « mais » pour mes étoiles va amener une trivialisation de ces connotations stellaires poétisantes. Mes étoiles au ciel avaient tant doux froufrou, avec quelque chose d'extrêmement prosaïque, même oral, voire presque enfantin, le froufrou, pour désigner ce bruit des étoiles, le froufrou ici rimant avec le trou. Le froufrou, normalement, c'est plutôt les jupons. Et donc, on a quelque chose d'extrêmement doux qui va apparaître ici par ce retour, et peut-être de 4-1 à 4-1, quelque chose qui va rappeler, avoir une certaine connotation érotique, qui peut rappeler les jupons potentiels
de ces amours splendides. Mais il y a encore une autre interprétation, évidemment je ne l'ai pas inventée, qui en fait permet de voir ici la réécriture par une périphrase de ce qu'on appelait l'harmonie des sphères, et donc de théories astronomiques antiques, qui supposaient que, alors je vous rappelle, mathématiques, musique et astronomie, dans l'Antiquité c'est la même chose, et qui supposaient donc le bruit des étoiles, ici repris dans les Do Froufrou. Donc il y a quelque chose d'extrêmement savant qui se dessine, qui se dit par ce vocabulaire trivial. Et puis un Do Froufrou, ou, on avait oh là là, et donc hop, comme une espèce de clôture de ce quatrain. Et je les écoutais, assises au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Là, on a quelque chose qui est assez habituel, c'est-à-dire que le tercé se construit vraiment en lien avec le second tercé, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus un sisin que deux tercés. On peut noter l'ouverture du vers sur la conjonction de coordination, et ça peut donner une forme d'emphase. C'est un style vétérotestamentaire, c'est très, très ancien testament. Et Elohim a dit, etc. Voilà. Hop, ça commence, parce que ça correspond à une particule en hébreu. Ça se traduit comme ça. Et ça va amener, en fait, et on a même un lien avec le quatrain précédent, parce que le pronom les, on ne sait plus tellement s'il va référer à mes étoiles au ciel ou à ce qui va suivre, ces bons soirs de septembre. C'est-à-dire que l'on ne sait plus s'il est anaphorique en reprise ou cataphorique en annonce. Assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes. Alors ces bons soirs de septembre, voilà, on est vraiment dans les images de romans, du cabaret vert, etc. Sur donc ces itinérances. Mais avec, à ce moment-là, quelque chose qui se périodise. Et qui se périodise dans la saison, ou du moins dans le mois, et qui va se périodiser par la sensualité. Donc je sentais des gouttes, etc., etc. Ce qui va être perçu par le corps. Et ce qui est perçu par le corps, ce sont les gouttes de rosée. C'est pas normal de séparer le complément du nom. À mon front, comme un vin de vigueur. Alors hop, le vin de vigueur, il va faire référence à cette auberge dans laquelle le poète ne va pas, ou plutôt dans une auberge qui est une forme de nature. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une grande écologie. J'aime beaucoup cette image assis au bord des routes qui nous rappelle que les assises ne sont pas justement qu'il faut bien différencier des assis qui sont ceux qui travaillent à des bureaux de la station assise en bord de route qui est celle prête à partir, qui est certainement pas travailleuse, et qui se passe dans cette marginalité, de ne même pas être sur la route. Parce que finalement, voilà, hop, alors que le poème commençait par un départ, je m'en allais. Un départ réitéré. Et je les écoutais, donc les étoiles, assis au bord des routes, et peut-être aussi donc ces bonsoirs, ce qui amènerait presque quelque chose de quasi synesthésique et en même temps d'extrêmement trivial. Et goutte et route, évidemment, riment, mais rappelle par allitération, par retour du son ou, le froufrou, et même la grande ours, la course, le trou qui précédait. Et ça va amener une douceur qui prépare le tercet final et sa pointe, mais qui en même temps donc opère une circulation dans le poème, met en place une circulation dans le poème. Des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, parce qu'il a donc
parce qu'il va dormir dehors. Une comparaison qui devrait amener un élan et qui en fait est plutôt là aussi triviale, ou rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur, et là c'est splendide, et non pas comme des amours mais réellement une pointe extraordinaire. Le son ou se retrouve ici, et donc à la temporalisation succède une forme de spatialisation, donc alors qu'on sait déjà grâce au groupe prépositionnel, donc il est au bord des routes, et donc on a une installation dans cette période, rimant au milieu des ombres fantastiques, donc là ça nous ramène au rime du deuxième quatrain, ces ombres nous rappelant la nuit, donc on avait les soirs, là on commence à avoir les ombres et des potentielles peurs, et ces ombres fantastiques nous rappellent aussi le sous-titre thématique fantaisie. Et en même temps, tout ce qui va être ici de fantastique potentiellement surprenant, et puis bon, qui va arriver après avec les corbeaux et d'autres encore, hein. Mais ici, en fait, est comme mise à distance pour l'activité, donc ramenée à la rime, hein, par métonymie, mais de l'écriture elle-même. Et donc le poète est au bord des routes, mais au milieu des ombres. Et ça nous ramène à quelque chose qui est un motif épique, comme on avait donc l'harmonie des sphères de l'Antiquité, hein, mais qui peut se rapprocher d'une forme de katabas, c'est-à-dire de descente aux enfers, comme on en a dans les épopées. Sauf qu'il ne descend pas puisqu'il est déjà en bas. C'est l'avantage de la misère. Et alors qu'il est au milieu des ombres fantastiques, qui sont donc celles de la nuit, hein, comme des lyres, je tirais les élastiques. Et donc, le participe présent nous permet d'avoir une simultanéité, et on a ce moment donc où, concrètement, hein, donc il tire les élastiques avec une rime en tic qui là aussi peut-être, là j'y crois, je resterai très hypothétique, hein, mais les tics peuvent rappeler aussi cette vie vagabonde, hein. Mais cette rime en tic, elle va heurter surtout après la circulation de la douceur grâce à l'assonance en ou, très douce. Les tics vont amener en fait une espèce d'harmonie ou de disharmonie mimétique, c'est-à-dire qu'on a ce moment de l'élastique qui est tiré comme il va finalement extraire cette beauté. Et donc il tire les élastiques de ses souliers blessés, ses blessés nous rappellent ses poches crevées. On a aussi un phénomène donc de retour et de rime interne, on va dire d'écho ici plutôt. Et ce mouvement, donc évidemment il ne va pas tirer ses lacets parce que sinon il n'y a plus de rime, mais c'est très concrètement ce qu'il fait, tire ses élastiques de ses souliers blessés, c'est-à-dire crevés, mais ça va amener une forme d'hypalage, puisqu'en fait ce qui devrait être blessé, ce sont ses pieds à l'intérieur des souliers, mais ça nous montre aussi que les souliers sont ouverts. Un pied près de mon cœur, avec ici un calembour en fait, hein, qui se raccroche à ce qui précède immédiatement, hein, au vers 13, donc la comparaison entre les élastiques et les lyres. C'est-à-dire que, si on prend le tercet, le premier vers de ce tercet nous présente le poète rimant, et ça va être comme un arrière-plan pour présenter son activité principale à ce moment-là, qui est donc de faire ses lacets. Ces lacets, ou plutôt ce tirage de lacets étant comparé au jeu d'une lyre, la lyre étant évidemment l'instrument emblématique de la poésie. Il fait ses lacets de ses souliers abîmés, et pour cela il a un pied près de mon cœur, et donc en fait il rapproche très littéralement le pied de sa poitrine pour pouvoir réussir à encore accrocher ses chaussures. Mais bien sûr, ce dernier hémistiche
joue de la polysémie du pied, qui est aussi une mesure, non pas en poésie française. En poésie française, on mesure en syllabes, sauf moi parce que moi je suis nulle, mais de la poésie des prosodies grecques, romaines, enfin latines, et par exemple allemandes. Quand on scande, voilà, quand on scande en anapeste, spondé, troché et dactylis. Mais ça, j'avais appris à scander en allemand, et donc après ça m'avait servi pour le latin, mais il va falloir attendre pour que je vous refasse de la scansion. Et donc, il y a quelque chose qui va vraiment ici faire pointe, et justement pointe au moment où on tire l'élastique et où donc il peut claquer. Et c'est là au moment du concetto, c'est-à-dire, donc de cette pointe, le concetto c'est le nom de cette pointe, c'est-à-dire qu'on attend un trait d'esprit, quelque chose d'un peu surprenant, et ici ce que l'on a, c'est que l'on ne sait plus s'il s'agit d'une image parfaitement triviale d'un vagabond qui refait ses lacets, ou du poète qui, étant ce vagabond qui refait ses lacets, garde cette poésie, et cette poésie antique, versifiée, et cette beauté poétique, au plus près de lui-même, et qui la voit dans le paysage qu'il est en train de parcourir. Et cela alors qu'on a encore un rejet donc du complément du nom. Enfin, on est même ici dans un enjambement, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Alors que normalement, le complément du nom ne devrait pas être autant dégagé. Puis là, on le voit bien, hein. Si vous voulez dire de mes souliers blessés, je tirais les élastiques comme délire, ça passerait. Hein. Mais ça rendrait moins bien. Parce qu'il va préparer, en fait, ce concetto par cette rencontre. J'ai envie de dire fortuite, hein, ou voilà, disgracieuse, qui se noue et qui se résout dans un pied près de mon cœur, avec donc le cœur ici, à la rime de la vigueur, comme un vin de vigueur, donc qui est troisième vers du premier tercet, inattendu, et qui en même temps ramène, on ne sait plus si c'est la trivialité du corps ou le lyrisme poétique, et très clairement les deux en même temps. Bon, c'était ma bohème à l'arrache, un poème que j'aime vraiment beaucoup, comme tout le monde, sans beaucoup d'originalité, et avec peu de versification. Mais je vous dis à bientôt.